Comment peut-on concevoir, envisager que la maladie puisse avoir un sens? Il y a une réalité biologique, il y a une réalité mécanique dans ce qu'est la maladie. Il y a un microbe, il y a un virus, il y a un dérèglement organique, il y a quelque chose à la base de cette maladie. Et quelle est cette idée, ou quel est le principe, ou éventuellement quelles sont les recherches scientifiques ou les éléments permettant de comprendre que nous puissions constituer un lien entre ce qui se passe dans notre corps et nos vécus psychiques, nos vécus psycho-émotionnels. Je crois qu'on peut illustrer ça à travers une image extrêmement simple qui va nous permettre de comprendre, tout d'abord, comment des émotions peuvent se traduire dans le corps, et deux, comment ces émotions ne se traduisent pas dans n'importe quelle partie de notre corps, c'est-à-dire comment notre corps est intelligent au point d'aller exprimer quelque chose dans la zone corporelle qui est celle qui est concernée par l'émotion vécue. On va pouvoir illustrer ça avec l'image de ce qui se passe chez une personne timide. Si vous mettez une personne timide en présence de quelqu'un qui l'impressionne, eh bien cette personne, elle va rougir. Il va y avoir eu donc une conséquence physique, biologique, le rougissement, à un état émotionnel qui est un état de timidité, qui est un état de tension émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement parlant? L'émotion s'est traduite dans le corps de quelle façon? Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu sécrétion d'hormones, et notamment d'adrénaline et de noradrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone que tout le monde connaît, qui est une hormone du stress, c'est une hormone qui permet la fuite, qui permet la réaction face à un certain nombre de situations, et qui pour cela procède avec la dilatation des vaisseaux sanguins pour amener du sang dans les parties du corps qui en ont besoin. Et dans le cas de notre timide, eh bien, il y a eu effectivement une sécrétion d'adrénaline, et c'est ce qui a généré donc la dilatation des vaisseaux du visage, et donc la montée de température, l'accélération du rythme cardiaque et le rougissement. Mais ce qui est intéressant dans la situation du timide, c'est que le timide, il rougit d'une partie précise du corps qui s'appelle le visage. Il ne rougit pas du dos, des mains ou de la plante des pieds. Or, l'adrénaline, elle est présente dans tout le sang. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait qu'elle ne va agir que dans cette zone corporelle? Eh bien, c'est la deuxième hormone qui s'appelle la noradrénaline, qui est ce qu'on appelle un électeur de lieu, et qui est un neurotransmetteur qui décide dans quelle zone du corps l'adrénaline va agir. Et là, ça devient très intéressant de voir que là, elle décide que l'adrénaline va aller agir au niveau du visage, c'est-à-dire dans la partie du corps qui est celle qui représente l'identité de l'individu. C'est d'ailleurs la photo du visage qu'on met sur les papiers d'identité. Et là, le corps traduit très précisément ce qui se passe, puisque le timide, manifestement, a une tension émotionnelle sur son image et sur son identité. D'ailleurs, cette illustration à travers le timide, elle a été validée scientifiquement à travers une recherche intéressante autour d'un syndrome particulier qui s'appelle le Takotsubo. Pourquoi Takotsubo? C'est un nom japonais, et c'est un nom japonais parce que cette pathologie avait été étudiée dans les années 60 au Japon. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce que l'on appelle en Occident le syndrome du cœur brisé, ou médicalement parlant, ça s'appelle les cardiomyopathies de stress, et qui sont en fait des traumatismes qui émergent au cours d'une séparation affective, amoureuse, extrêmement blessante pour la personne. Et que des personnes qui vivent des événements comme ça de cœur brisé, eh bien en fait, déchirent effectivement des fibres musculaires de leurs muscles cardiaques. Et l'université d'Aberdeen, une équipe de l'université d'Aberdeen avait conduit toute une étude sur un certain nombre de patients et a validé effectivement que les personnes qui vivent ce syndrome du cœur brisé ont effectivement des fibres musculaires cardiaques qui se déchirent et qui, lorsqu'elles cicatrisent derrière, rendent le muscle cardiaque moins souple et demandent à ce que les personnes qui ont vécu ce genre de situation soient très suivies sur le plan cardiovasculaire parce qu'elles seront beaucoup plus fragiles à l'émergence éventuelle d'un nouvel infarctus. Et on voit donc combien l'émotion blessure du cœur se traduit dans un pan physique qui s'appelle le cœur. Alors bien sûr, vouloir donner un sens à la maladie et comprendre ce qui nous arrive et des liens qui peuvent être faits avec nos vécus, c'est quelque chose qui peut se comprendre, mais comment faire et que dire lorsque nous sommes confrontés à une pathologie grave ou gravissime, comme par exemple le cancer? Bien sûr, je n'ai pas de réponse définitive, je n'ai pas de réponse complète par rapport à ça. Ce serait très prétentieux et trivial de le prétendre et de le dire. En revanche, je pense que quelque chose de fondamental a besoin d'être compris,
c'est que lorsque nous sommes touchés ou confrontés par la maladie, nous sommes touchés et confrontés à quelque chose qui essaye de s'exprimer en nous. Et que essayer de replacer cette pathologie et cette maladie dans le contexte qui est le sien, essayer de lui donner un sens en comprenant ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive, pourquoi ça s'inscrit à ce moment-là de notre vie, quel est le contexte dans lequel c'est apparu et ça s'est déclenché, peut nous amener à faire des liens, à constituer ou à comprendre des moments où nous sommes sans doute oubliés, où nous sommes sans doute passés à côté de nous-mêmes, où nous avons sans doute obéré une partie de notre conscience en nous. Amener du sens, c'est quelque chose qui peut nous aider profondément, au-delà de tout ce que sont les soins des différentes médecines que nous connaissons, à avancer plus vite, voire éventuellement à pouvoir reconnecter ce fameux sens de la guérison intérieure ou ce fameux placebo si fort, si puissant et si agissant. On connaît dans des maladies aussi graves que le cancer des phases et des moments qui s'appellent des rémissions spontanées. Il y a donc des cas et des moments où effectivement, très rapidement, en quelques jours, une maladie peut disparaître. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Personne ne le sait, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il s'est passé un déclic chez la personne et chez l'individu concerné. Il y a eu un réappel à la vie en soi, il y a eu une réharmonisation, un rééquilibrage fondamental des structures de vie de la personne, qu'elle seule est en capacité de remettre en place. Je pense que le fait de donner du sens peut participer à cela. Ça n'est pas la clé seule et unique. Le fait de combattre, le fait de faire face, le fait de faire confiance à la vie, de continuer à avancer la tête droite et d'aller au bout du chemin est quelque chose d'essentiel pour éventuellement reconquérir cette capacité à guérir qui est la nôtre et qui est si puissante. Le soin appartient aux autres, mais la guérison nous appartient à nous.